projecteur qui a été mis sur la famille ou les familles, puisque j'ai dit dès le départ que, au fond, mon titre aurait été plus satisfaisant si j'avais dit, si on m'avait nommé comme ministre des familles. Car aujourd'hui, nous avons une explosion du modèle familial traditionnel et nous avons aujourd'hui des modèles familiaux avec une diversité, les familles recomposées, les familles monoparentales, avec une explosion et une montée du nombre de ces familles monoparentales. Donc, au fond, cette politique familiale ne peut pas ne pas tenir compte d'un nouveau paysage familial qui n'est pas du tout le produit de lois ou de gouvernements successifs, mais qui est le produit d'une évolution de la société où chacun de nos concitoyens décide de la façon dont il veut faire famille, je maintiens mon expression, et donc nous avons, je dirais simplement, par exemple, plus d'un enfant sur deux né en mariage, on a un taux de divorce qui est assez élevé, qui est loin de régresser, enfin bon. Donc voilà, je vous ai brossé très rapidement, parce que je ne veux pas monopoliser la parole, mais pour vous dire que on ne peut pas raisonner en termes de politique familiale si on n'a pas présent à l'esprit ce que j'appelle cette révolution silencieuse des familles qui s'est faite depuis maintenant une trentaine d'années et qui fait que quand on parle politique familiale, on doit évidemment la concevoir et la regarder au regard de ces nouvelles évolutions. Avec peut-être, on aura l'occasion peut-être d'en discuter, certainement la définition de peut-être de nouveaux repères, y compris sur le plan juridique, et qui devrait faire l'objet d'une nouvelle loi dont on a parlé là aussi à propos du mariage pour tous, qui on a appelé la loi famille, et donc si ça vous intéresse, je vous dirai quelques mots. Donc, je vous disais, premier temps important, loi pour le mariage, mais deuxième temps important pour la politique familiale, puisque nous avions pour obligation la convention d'objectifs et de gestion avec la Caisse nationale des allocations familiales venant à échéance, nous avions donc l'obligation de refaire, de re-signer une nouvelle convention d'objectifs et de gestion avec la CNAF, ce qui a été fait au mois de juin, et évidemment, cela signifie, ce n'est pas un acte inodore, indolore, cela signifie et témoigne de la volonté du gouvernement de définir les moyens à la fois financiers qu'elle veut mettre en matière de politique familiale et bien évidemment les axes sur lesquels on veut intervenir pour définir une politique, je dirais, des 0-3 ans, du soutien à la parentalité, de l'accompagnement de la réforme des rythmes scolaires. Donc vous voyez des sujets qui sont des sujets vraiment excessivement importants. Alors j'ai vu que dans le programme, et je ne pourrais pas ne pas l'aborder, vous évoquiez aussi la question de la réduction du déficit de la branche famille. Je vais peut-être commencer par cela. Pour vous rappeler d'abord quelques chiffres. Le déficit de la branche famille s'est creusé sous le mandat de Nicolas Sarkozy, puisque en 2008, c'était de l'ordre de 300 millions d'euros, et que lorsque nous sommes arrivés aux responsabilités, le déficit de la branche famille était autour de 2,6 milliards d'euros, et que si l'on continuait, il allait augmenter et atteindre les sommes de 3 milliards d'euros. Alors c'est vrai que, en étant très objectif, ce déficit de la branche famille a été creusé parce que la branche famille a été mise à contribution par les autres branches de la sécurité sociale, et pas simplement à vocation évidemment en famille, mais il n'en reste pas moins vrai qu'on ne peut pas vouloir réduire l'ensemble des déficits de la sécurité sociale et dire on ne réduit pas non plus celui de la branche famille. Donc il y a eu effectivement la volonté de réduire, ne serait-ce que pour assurer la pérennité de notre politique familiale, de réduire ce déficit de la branche famille. Je vous rappelle aussi, je vous donne quelques chiffres, que notre politique familiale, qui est à la fois une force
mais en même temps qu'il y a des faiblesses qu'il faut que nous connaissions. Parce que vous savez, on invoque le Conseil national de la résistance. On a à la fois raison, ça a été une très très grande avancée en matière de protection contre les formes d'insécurité, la maladie, la retraite, les familles, etc. Maintenant, nous ne sommes plus en 1945 et on voit bien que, par exemple, aujourd'hui, ce sont les familles les plus aisées qui, paradoxalement, après fiscalité, touchent plus par enfant de la politique familiale que les familles qui sont moins aisées. Ça va de l'ordre, hein, je vais vous donner juste un exemple très précis. Un couple biactif, 2 enfants, qui a un revenu mensuel de 1 700 € par mois, touche de la politique familiale 342 € par mois, par enfant. Et à l'inverse, un couple biactif, 2 enfants, pas par enfant pour les 2 enfants, un couple biactif, 2 enfants, 8 000 € par mois, touche de cette même politique familiale 516 €. Donc, vous voyez qu'on a effectivement un problème de justice sociale, de redistribution, qui est aujourd'hui une redistribution inégalitaire. Bon, à partir du moment où il a été mis au cœur de la réflexion du gouvernement, de cette volonté de réduire les déficits, il y avait plusieurs options. Il y avait l'abaissement du quotient familial, il y avait la modulation des allocations familiales, sur lesquelles on pourrait rediscuter, et puis il y avait aussi, ça avait été évoqué, la fiscalisation des allocations familiales. J'ai envie de dire, très tôt au sein du gouvernement, la fiscalisation des allocations familiales a été écartée, mais il y a eu un vrai débat sur doit-on aller vers la modulation des allocations familiales ou doit-on aller vers un abaissement du quotient, du plafond du quotient familial. C'est cette dernière proposition qui l'a emporté, d'abord parce que c'était assez intéressant dans les quelques débats que j'ai pu avoir au Parlement, de voir qu'il y avait une alliance, je dirais, objective entre la gauche, enfin le Parti communiste, qui était tout à fait contre le fait qu'on touche à ce qu'elle appelle l'universalité des allocations familiales, et puis la droite et les associations familiales traditionnelles qui disaient c'est l'effondrement de notre système si on touche à la modulation, enfin si on fait la modulation des allocations familiales. Je tiens à dire que le seul petit, je dirais, bémol qu'on pourrait avoir en disant on n'a pas fait le choix de la modulation des allocations familiales, c'est qu'on n'a pas réglé la question d'allocation au premier enfant. Et qu'on est quand même un des systèmes en Europe où, alors il y a d'autres compensations, hein, il y a la prime à la naissance, ça ne veut pas dire que les familles qui ont un enfant n'ont rien du tout. Mais en tout cas, voilà, il n'y a pas d'allocation familiale au premier enfant. Donc abaissement du plafond du gouvernement, abaissement du plafond, pardon, du quotient familial par le gouvernement, qui a fait que c'est 12% des familles qui sont touchées par cette réforme. Je me permets d'insister, parce que vous entendez beaucoup de critiques. Si il y a 12% des familles qui sont touchées, ça veut dire que 88% des familles ne seront absolument pas touchées par l'abaissement du quotient familial. Là aussi, je voudrais vous citer quelques chiffres, parce que j'ai entendu beaucoup de choses au moment où nous avons fait cette réforme. Pour mémoire, il faut savoir que le salaire médian net de nos concitoyens français se situe à 1 653 €. Parce qu'on va avoir le débat, est-ce qu'on touche aux classes moyennes supérieures, mais je tiens à remettre certains chiffres en perspective. Ça veut dire un salaire médian à 1 653 €, c'est que vous avez 50% des salariés qui touchent moins de 1 653 et 50% qui touchent plus de 1 653. Bon. Et si je vous ai apporté, alors je ne l'ai pas su, mais on a là la ventilation, hein, ça va de 200 € jusqu'à 4 500 €, et pour vous dire,
Ici, c'est la tranche justement où il y a le salaire médian. Donc ça vous indique ce qu'est le niveau de revenu, hein, de salaire de nos concitoyens français. Donc on va toucher dans les classes qui sont absolument côté droit de l'échelle des salaires. Alors effectivement, et enfin dernier chiffre, pour bien vous montrer cela, c'est que 76% des salariés, 76% des salariés perçoivent un salaire compris entre 200 € par mois et 2400 €. Voilà. Je le dis parce que je vais juste citer une petite anecdote. Moi, je suis élue parisienne et on nous disait le logement social, les classes moyennes n'y ont pas droit. Sauf que dans la population parisienne, on a 75% de la population parisienne qui est éligible au logement social. Parce qu'on finit par oublier ce qu'est la réalité, hein, la réalité des niveaux de revenus de nos concitoyens. Alors, ça concerne cet abaissement du plafond du quotient familial, a pour effet de toucher, là aussi on va prendre couple avec 2 enfants, jusqu'à 5 800 €, on n'est pas touché, et on commence à avoir effectivement là perdre quelques avantages financiers à partir de ce niveau de 5 850 € par mois. Alors là aussi, je vais vous donner un exemple très concret avec la réforme. Une famille, 2 enfants, dont le couple perçoit eux deux 6 500 € par mois, aujourd'hui bénéficie de 3 000 € de réduction d'impôt au titre du quotient familial, avec la réforme, alors qu'auparavant, il avait une réduction de 4 000 €. Et si vous regardez, ça veut dire qu'effectivement, il va perdre 83 € par mois à la suite de l'abaissement du plafond du quotient familial. Et évidemment, c'est progressif en fonction des niveaux de ressources que vous avez. Enfin, dernier point, pour pouvoir aborder le deuxième sujet, il y a des prestations qui ne sont absolument pas touchées. Je pense au complément du mode de garde. Et là, pour le coup, là aussi, c'est une forme de réponse quand on dit on ne s'occupe pas des classes moyennes. Le complément de mode de garde, c'est ce qui vous permet d'embaucher une assistante maternelle et d'avoir un coût de garde de votre enfant qui reste assumable par les couples. La prime à la naissance, qui n'est absolument pas affectée. Et enfin, aussi, je dirais qu'il y a une revalorisation de certaines de ces prestations. Donc, vous voyez que cette volonté de réduire les déficits, c'est aussi une volonté de pérenniser, mais c'est aussi une volonté de remettre de la justice dans la redistribution. Et vous avez une revalorisation et de l'allocation de soutien familial et du complément familial. Complément familial pour les 50% des familles modestes vont être concernées. Je dis une bêtise, une augmentation de 50% pour les familles modestes qui vont être concernées, et pour la revalorisation de l'allocation de soutien familial, 25% d'augmentation à l'horizon 2018, et ça concerne essentiellement les familles monoparentales. Donc voilà, donc, je pense qu'il y a à la fois cette volonté de réduction des déficits, mais aussi au travers des mesures prises d'une plus juste redistribution de la politique familiale. Ça, c'est pour ce qui concerne la partie financière. Je vous disais qu'il y a une nouvelle signature de la Convention d'objectifs et de gestion avec la CNAF, et là aussi, ce sont des principes qui nous ont guidés. D'abord, on est parti d'un constat, qui est un constat que vous vivez, vous, au quotidien, d'une profonde inégalité territoriale. Vous avez, si l'on prend tous les départements français,
un écart de 1 à 10, c'est-à-dire que vous avez des départements qui sont à 9% d'accueil de leurs 0-3 ans et d'autres qui sont à près de 90%. Vous comprenez bien qu'un tel écart est jugé aujourd'hui inadmissible par nos concitoyens. Parce que ce que l'on voit de plus en plus, et c'est un élément fort qui devra nous guider justement dans la poursuite de la politique familiale, c'est que précisément les gens sont certes attachés au niveau des prestations financières, mais deviennent de plus en plus exigeants et légitimement sur de nouveaux services, services d'accueil de la petite enfance, services de la parentalité, on va parler d'autres demandes qui existent, et je tiens à le dire, c'est parce que nous avons un service de garde et d'accueil des 0-3 ans qui n'est pas mauvais, mais qui doit être encore perfectionné, qu'on peut assurer le travail des femmes. On voit bien en Allemagne le drame de la démographie allemande, c'est qu'à un moment donné, pour des raisons aussi culturelles, si la femme ne reste pas à la maison les 3 premières années, c'est pas une bonne mère. Donc les femmes ont fait un choix qui est un choix terrible, elles n'ont pas d'enfants, parce qu'elles ne veulent pas non plus qu'il n'y ait pas de possibilité de concilier ce qu'est la vie professionnelle et la vie personnelle. Et bien évidemment, ça veut dire qu'il faut que nous allions vers le développement de nouveaux services qui sont des services publics, ou en tout cas des missions de service public. Donc effectivement, nous sommes partis de ce constat, de cet écart de 1 à 10. On demande aussi économiquement, en termes de mobilité, aux gens pour l'emploi de se déplacer. Oui, mais si c'est pour aller d'un département où vous aviez une place de crèche dans un département où c'est la croix et la bannière pour pouvoir faire garder votre enfant, ce sont des freins à la mobilité, ce sont des freins à l'aménagement de nos territoires, car je pense, moi je le dis toujours, et je l'ai dit dans les différents endroits où je me rends, aujourd'hui nos concitoyens exigent au moins 2 choses, la maîtrise du haut débit parce qu'ils veulent pouvoir bénéficier n'importe où des nouvelles technologies, et aussi la capacité à faire accueillir leurs jeunes enfants, à trouver une école, et que si les territoires si on ne donne pas aux territoires les moyens de remplir ces missions-là, c'est un véritable obstacle au développement de ces territoires. Donc nous avons, ça c'est un élément important. Je rajouterais qu'il y a des inégalités sociales aussi profondes, et peut-être que là Olivier Noblecourt le dira encore mieux que je ne peux le dire. Plus on est pauvre et moins on fait garder son enfant. Et donc, dans les familles qui sont dans des seuils de pauvreté, on peut estimer que 90% des enfants ne bénéficient pas de mode d'accueil collectif ou semi-collectif. Or, on sait que c'est un élément de creusement des inégalités, donc là aussi, on aura l'occasion d'en reparler. Enfin, ce que je voudrais vous dire, avant de vous décliner les principales mesures, c'est nous avons, pour rédiger cette nouvelle convention, fait appel certes aux interlocuteurs traditionnels, les associations familiales, les collectivités, la CNAF, mais nous avons fait appel directement aux citoyens. Nous avons organisé une consultation participative dans 4 régions, où nous avons tiré au sort dans chacune de ces régions une centaine de parents qui ont eu à plancher pendant 3 week-ends sur qu'est-ce qu'ils attendent des modes d'accueil pour leurs 0-3 ans, qu'est-ce qu'ils attendent du soutien à la parentalité. Et je peux vous dire que ces débats ont été d'une très grande qualité, d'une très grande richesse. C'est assez intéressant d'entendre leurs réflexions, par exemple, sur la notion de congé parental, sur les difficultés des femmes qui, par exemple, font le choix du congé parental, mais qui, brusquement, élèvent seuls leur enfant et se trouvent malades. Comment on fait quand on n'a pas de famille? Enfin, vraiment, on a eu une vision très fine
des attentes de nos concitoyens et concitoyennes. Des hommes ont participé, vraiment. Alors là, pour le coup, on a vu une totale égalité dans cette consultation citoyenne, et c'est ce qui nous a guidés sur les grands principes de cette COG. Alors, les grands principes de cette COG,